10 667 ouvriers au Mans, 25 000 tracteurs par an. L'Orange signale à Opin sur 700 000 machines en 47 ans, dans 52 pays. La couleur de la paysannerie française, de la Normandie à l'Aveyron, du D22 du grand-père à l'Arès du fils. Puis sont venues à Bordeaux les décisions. Une privatisation, une alliance avec Nissan, une litanie de cessions. Et un jeudi de février 2003, une poignée de main à Paris. Le dernier constructeur français de tracteurs vendu à un industriel allemand, pour un prix si discret que ni le vendeur ni l'acheteur ne l'ont jamais rendu public. En 30 jours, les cuves ont été vidées. L'Orange est devenu vert. C'est l'histoire d'une usine née le jour de l'armistice de 1918, sur les chaînes encore tièdes d'un char, et de la façon dont la France a perdu ses tracteurs. Pas dans une catastrophe, mais dans un recentrage. Le mot le plus meurtrier du vocabulaire industriel français. Chapitre 1. Le char devenu charrue. Cette histoire commence dans la boue des Flandres, dans la boue de la Somme, dans cette boue de 1917 qui avalait les hommes ou les machines avec la même indifférence. Et c'est dans cette boue qu'un industriel de Boulogne-Billancourt, Louis Renault, a fait fortune en fournissant à l'armée française le char FT, premier char à tourelle pivotante de l'histoire militaire, conçu dans le département 14 de sa firme par l'ingénieur Rodolphe Ernst Metzmayer et le chef de département Charles Edmond Serre. Des dizaines de milliers de taxis, de camions, de chars sont sortis des ateliers de Billancourt pendant 4 ans de guerre. Louis Renault était entré dans le conflit en industriel prospère. Il en sortait en titan. Mais le 11 novembre 1918, jour de l'armistice, les chaînes de montage du char FT se retrouvent désœuvrées. Plus de commandes militaires. Des ateliers entiers tièdes encore de l'effort de guerre et rien à leur donner. Louis Renault, cependant, n'était pas un homme qui laissait refroidir un outil. Il possédait un domaine agricole à Erqueville, en Normandie, environ 2000 hectares de terre qu'il exploitait personnellement, en gentleman farmer exigeant, habitué à mettre les mains dans la mécanique autant que dans la terre. Et il a eu une idée qui semblait, à l'époque, d'une logique presque enfantine. Si le char FT pouvait traverser les tranchées, il pouvait labourer un champ. Le type GP naît ce jour-là. Un moteur 4 cylindres de 4536 cm3, dérivé directement de celui du char, monté sur des chenilles. Les premiers exemplaires sont assemblés à Billancourt, sur les chaînes encore tièdes, et essayés à Erqueville, sur les propres terres du patron. Le tracteur Renault n'est pas né d'une étude de marché. Il est né d'un industriel qui regardait ses champs et ses ateliers, et qui a compris que les deux avaient besoin l'un de l'autre. 3 ans plus tard, en 1921, Renault abandonne les chenilles, trop lourdes, trop brutales pour les seuls paysans, et lance le type HO, premier tracteur Renault à roues. En 1926, le type PE arbore un radiateur vertical et une motorisation revue. En 1931, le PE1 place le radiateur à l'avant, suivant la tendance moderne. En 1933, ce même modèle devient le premier tracteur français équipé de pneumatiques agricoles. Une avancée qui paraît anodine aujourd'hui, mais qui transformait la traction, le confort et la vitesse de déplacement sur route. En 1932, Renault met sur le marché son premier modèle diesel, le Type 6. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la firme produit environ 40 tracteurs par mois. Ce n'est pas encore une industrie de masse, mais c'est déjà une dynastie. Et c'est à ce moment, décembre 1918, quelques semaines à peine après la fabrication du premier GP, que Louis Renault prend une décision qui va sceller le destin industriel d'une ville entière. L'État, pendant la guerre, lui avait demandé dès 1916 de désengorger Billancourt en délocalisant une partie de la production d'armement. Renault achète environ 120 hectares de terrain au Mans, capitale de la Sarthe. Son projet dépasse la simple usine. Il veut bâtir des logements ouvriers, des espaces de loisirs, tirer une voie de chemin de fer privé, ce qu'on appellerait aujourd'hui une cité industrielle à dimension sociale. Le choix du Mans n'est pas anodin. La ville est à 2 heures de Paris. Le bassin de main-d'œuvre rurale est abondant. La Sarthe est alors un département de petite paysannerie surpeuplée,
où les bras ne manquent pas. Le nœud ferroviaire est central. Les terrains sont plats et bon marché. Les premiers bâtiments, 8 au total, sortent d'Aque de Terre en 1920. Mais pendant près de 15 ans, le site reste sous-employé. Un atelier de réparation, une scierie, des projets avortés de moteurs d'avion et d'avions caudrons. L'usine n'est officialisée comme entité propre, dotée d'un directeur dédié, un certain Monsieur de Loncamp, qu'à partir de 1938, lorsque l'État commande à Renault la fabrication des chenillettes UE pour l'armée. Le Mans attend. Le Mans ne sait pas encore ce qu'il va devenir. C'est en 1941, en pleine occupation, que démarre véritablement la fabrication des tracteurs agricoles au Mans. L'outillage est transféré de Billancourt vers la Sarthe et l'usine devient brusquement la plus importante du département, 1500 salariés. Les premiers tracteurs sortent Borg des Chênes en 1942. Une école d'apprentissage interne, baptisée École Vaurouzé, est créée la même année. Ce n'était pas un détail, c'est un acte fondateur. Renault ne recrute pas seulement des ouvriers. Renault forme les siens. Les bombardements alliés de 1943 et 1944 endommagent gravement le site. L'activité reste très réduite jusqu'à la fin de 1944. Mais l'usine tient. Elle survivra à la guerre. Elle ne survivra pas à un communiqué de presse, 60 ans plus tard. À la Libération, l'État français nationalise la firme. Louis Renault, arrêté en septembre 1944 pour collaboration économique, meurt en détention le 24 octobre dans des circonstances qui n'ont jamais été entièrement élucidées. Par l'ordonnance du 16 janvier 1945, l'entreprise devient la Régie nationale des usines Renault. Première grande nationalisation industrielle française, modèle du capitalisme d'État de la 4e République. Le fondateur est mort. La firme, elle, va vivre plus fort que jamais. Et pour la division agricole, cette nationalisation est une providence. Loin d'être marginalisée, elle devient un instrument stratégique de la modernisation française. La totalité de la production de tracteurs est désormais concentrée au Mans. À la fin de 1945, l'effectif atteint 1708 personnes. L'aventure commence à peine. Chapitre 2. Le blé et le plan. La France paysanne de l'après-guerre est un pays archaïque. Et ce mot n'est pas une figure de style. En 1950, on dénombre encore 5 millions de bêtes de trait dans les champs français contre moins de 150 000 tracteurs pour 33,5 millions d'hectares cultivés. La densité est au ridicule. Un tracteur pour 156 hectares, contre un pour 23 au Royaume-Uni. La mécanisation n'est pas un luxe. C'est un impératif quasi militaire, parce que nourrir la France, après la fin de l'occupation, est une urgence d'État. Le plan Marshall, lancé par le secrétaire d'État américain George Marshall en 1947, va injecter dans les campagnes françaises un flot de machines venues d'outre-Atlantique. Dès 1946, près de 3000 tracteurs américains, Farmall, d'International Harvester, John Deere, Massey Harris, Case, Alice Chalmers, Oliver, débarquent dans les ports français. De 1948 à 1950, ce sont 48 000 tracteurs qui sont mis à disposition des campagnes grâce au plan Marshall. Jean Monnet, architecte du plan de modernisation et d'équipement, a fait de l'agriculture l'un de ses 5 secteurs prioritaires. La France doit se nourrir, la France doit se mécaniser. Et les Américains sont déjà sur le terrain. Dans ce contexte de guerre commerciale, la division agricole Renault, bras armés de l'État, contre-attaque. En 1949, l'usine du Mans emploie déjà 3600 salariés. En 1951, 5114. La ville du Mans n'a pas pu fournir à elle seule toute cette main-d'œuvre. L'usine a aspiré la jeunesse rurale de toute la Sarthe, du Maine, de la Mayenne et même d'Afrique du Nord. Des hommes qui quittaient la cité et la terre pour fabriquer les machines qui allaient transformer la terre qu'ils venaient de quitter. En 1950, l'usine produit 8549 tracteurs, 58% de la production nationale française. Plus de la moitié des tracteurs fabriqués en France sortent d'un seul site, au Mans.
La production nationale annuelle passe de 860 tracteurs en 1945 à 93 600 en 1958, dont 60% sortent des chaînes sartoises. Ce n'est plus un atelier, c'est une cathédrale industrielle et elle est en pleine expansion. En 1955, la régie crée formellement la division machines agricoles, la DMA, structure dédiée qui commence à acquérir son autonomie au sein du groupe. Cette autonomie n'est pas un caprice administratif, c'est la reconnaissance que l'agriculture est un métier à part, avec ses ingénieurs, ses essayeurs, ses cadences propres, ses clients qui ne ressemblent en rien aux acheteurs de 4 chevaux. La DMA a son rythme, ses chefs de produits, ses hommes de terrain. Roger Fleury, ingénieur dont les notes seront reprises des décennies plus tard par l'association Renault Histoire, témoigne d'une fierté technicienne particulière. On est mécanicien, on fabrique un objet utile, on dialogue avec les paysans qui essayent les machines dans les plaines de la Beauce comme dans les coteaux du Bordelais. En février 1957, l'usine du Mans emploie 9061 ouvriers. Pour mesurer ce que cela signifie, il faut se rappeler que le département de la Sarthe comptait alors environ 450 000 habitants. L'usine Renault n'était pas le premier employeur du Mans. Elle était le cœur battant de la Sarthe entière. Chapitre 3. L'Orange et le D22. C'est en 1956 qu'apparaît le modèle qui va incarner Renault Agriculture pour 2 générations d'agriculteurs français. Le D22. Tracteur diesel de 22 chevaux, type administratif R7052, commercialisé du 1er mars 1956 au 30 et 1 mars 1960. En 4 ans, 30 et 1210 exemplaires sortent des chaînes. Le tracteur Renault le plus vendu de toute l'histoire de la marque, devant le 651 et ses 25 000 unités. Les slogans publicitaires de l'époque ont la simplicité d'un coup de poing. Chaque jour, 100 tracteurs sont fabriqués dans les usines Renault du Mans. Depuis 1956, 46 000 agriculteurs ont choisi ces tracteurs. Le meilleur service, 144 concessionnaires, 2517 agents compétents et bien outillés. Et c'est en 1956 aussi que la marque standardise la couleur qui va devenir sa signature absolue, l'orange. Proche du RAL 2010, signal orange. Avant cette date, les tracteurs Renault avaient heurté successivement gris, jaune, ocre, des couleurs sans âme, sans identité. L'orange est choisi pour sa visibilité dans les champs, sa modernité, sa différenciation immédiate par rapport au vert John Deere, au gris Massey Ferguson, au rouge Case et International Harvester. Mais personne, en 1956, ne mesure la puissance de ce choix chromatique. Pour les enfants nés dans une ferme française entre 1960 et 1990, le mot tracteur et la couleur orange seront presque synonymes. L'orange Renault ne sera pas seulement une peinture, il sera un paysage, une enfance, un souvenir sensoriel aussi précis que l'odeur du foin coupé ou le bruit d'un moteur diesel au petit matin. Autour du D22, toute une famille se déploie au fil des années. Le D16, 16 chevaux, sorti en 1958. Le D30, le D35, le 30, version essence. La série N, N72, N70, N71. La série Super, Super 3, Super 5, Super 6, Super 7, puis la série Super D, équipée du célèbre relevage hydraulique Tracto-Control, introduit en 1965, dispositif assurant un contrôle d'effort par les bielles inférieures de traction, innovation technique qui rivalisait directement avec le système Ferguson. Des modèles spécialisés sont développés pour les vignerons. Version étroite du D22 dont la largeur hors tout pouvait descendre à 1,17 m, assez pour passer entre les rangs de ceps bordelais ou bourguignons. En 1962, l'usine atteint son maximum historique de production, 25 000 tracteurs en une seule année. 25 000 machines orange sorties
des halles sartoises, expédiées dans les fermes de France, assemblées par des mains qui connaissaient chaque boulon, chaque réglage, chaque couple de serrage. L'usine est alors divisée en plusieurs sections, fonderie, organes mécaniques, qui alimentent aussi les usines de Flins et Billancourt en pièces de sous-châssis pour les frégates, 4 chevaux et Dauphine, peinture et assemblage final. Le Mans est, après Billancourt et Cléon, la 3e implantation du groupe Renault en France. Pour les concurrents, l'avance paraît inattaquable. International Harvester, Massey Ferguson, né de la fusion Massey-Harris en 1953, John Deere, Fiat, Ford, Same, Deutz se disputent le marché européen. Mais Renault Agriculture, adossée à l'État, forte de son réseau de 144 concessions et de plus de 2500 agents, conserve la première place en France pendant plus de 2 décennies. En 1961, le modèle 385 inaugure une boîte à 12 rapports. En 1962, alors que l'allemand Porsche Diesel cesse sa production de tracteurs, Renault conclut un contrat avec lui et commence à vendre des tracteurs Renault en Allemagne, assurant en outre l'approvisionnement en pièces des Porsche Diesel, MAN et Normac Zorge. Dans les années 60, l'usine fabrique pour le compte d'Alice Chalmers le modèle 160 Diesel destiné au marché américain. Les tracteurs Orange traversent l'Atlantique. En 1968, le premier modèle Renault à 4 roues motrices vient compléter la gamme. La DMA n'est plus une division, c'est un empire. Chapitre 4, l'usine Monde. Les salaires offerts au Mans sont, dès 1957, les plus élevés du département de la Sarthe. Un ouvrier spécialisé OS gagne 206 francs de l'heure, un manœuvre, 177 francs. Le SMIG, le salaire minimum, plafonne à 120 francs 40. Travailler à la régie, ce n'est pas seulement avoir un emploi, c'est entrer dans un monde. En 1954, sur 15 000 demandes d'embauche reçues seules par l'usine, 35% venaient du Mans même, 52% du reste du département, 13% d'autres départements ou d'Afrique du Nord. La Sarthe entière convergeait vers l'avenue Pierre-Piffaut. L'environnement physique est à la mesure de l'ambition. 7 hectares de halles couverts pour l'assemblage des tracteurs. Des kilomètres de chaînes. Des fonderies fumantes dont la chaleur se sentait à travers les murs. Une cantine ouvrière de plusieurs milliers de couverts par jour. Et cette cantine n'était pas un self-service hâtif. C'était un repas. Entrée, plat, fromage, dessert. Les ouvriers mangeaient ensemble, à midi, correctement, parce que dans cette France-là, le déjeuner à la cantine était un acte de civilisation industrielle, pas une corvée logistique. Des vestiaires gigantesques, où les bleus de travail pendaient en rangées serrées, et toute une logistique sociale construite par le comité d'entreprise. Colonie de vacances pour les enfants des ouvriers, billetterie de spectacle, coopérative d'achat, médecine du travail, club sportif. L'ouvrier de la régie, au Mans, n'était pas un homme isolé devant sa machine. Il appartenait à une structure qui organisait sa journée, éduquait ses enfants pendant les vacances, soignait sa famille, lui, vendait ses provisions à prix réduit. C'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire de l'histoire sociale française, le paternalisme industriel. Un mot qui sonne péjorativement aujourd'hui, mais qui désignait, dans les faits, un monde complet. Et dans ce monde complet, les syndicats avaient leur place. La CGT, ultra majoritaire, jusqu'à environ 61% des voix tout collège confondues dans les décennies suivantes, dominait la représentation ouvrière, suivie par la CFDT et la CFE-CGC. La culture syndicale du Mans était légendaire pour son intensité. Un journaliste parlera plus tard de gréviculture mancelle. Les grèves de 1968 commencent à l'usine du Mans dès le 16 mai, soit avant les barricades fortement parisiennes. Mais les ouvriers n'étaient pas les seuls à incarner cette usine. De l'autre côté de la chaîne, il y avait les paysans. Le tracteur Renault était devenu, dans les années 60 et 70, un objet de fierté nationale double. Fierté ouvrière, je travaille à la régie. Fierté paysanne, j'ai un Renault. Le losange figurait dans les publicités aux côtés des moissons, des familles en salopettes bleues,
Des enfants assis sur les genoux du grand-père, tenant le volant. La plaque émaillée des concessions Renault Agriculture, orange vif à losange jaune, scandait les bourgs de campagne, de la Normandie à l'Aveyron. Les noms des modèles, Master, Super, Série 51, 651, 751, 851, entraient dans le vocabulaire courant des fermes comme des noms propres. On ne disait pas le tracteur, on disait le 751, on disait le Super 7 du père. C'était l'alliance, dans l'imaginaire d'après-guerre, entre la modernisation industrielle et la paysannerie française. L'ouvrier du Mans et le paysan de Beauce ne se connaissaient pot à qui pas. Mais ils étaient liés par un objet orange, sorti d'une chaîne sartoise qui transformait la terre française et leur donnait, à chacun, une raison de se lever le matin. L'un le fabriquait, l'autre le conduisait, et l'orange, entre eux, scellait un pacte silencieux que personne n'avait signé, mais que tout le monde respectait. Chapitre 5. Le sommet avant la pente. Le pic absolu de l'effectif est atteint en 1970. 10 667 salariés. 10 667 personnes sur un seul site industriel en dehors de la région parisienne et de la sidérurgie lorraine. Dans un département qui comptait alors environ 450 000 habitants, l'usine Renault de Gelno du Mans n'était pas un employeur. Elle était le centre de gravité d'une société entière. Quasiment toute famille mancelle avait, à un moment ou à un autre, un parent à la régie. Au Salon international du machinisme agricole de 1981, à Paris, Renault Agriculture dévoile sa cabine TX, innovation majeure développée en collaboration avec la division automobile du groupe. Confort, ergonomie inspirée des voitures particulières, accès facilité à la mécanique, isolation phonique. La cabine TX deviendra l'étendard de la haute gamme pendant 2 décennies. En l'an 2000, elle est encore proposée sur le tracteur Thémis. La silhouette anguleuse, le rouge orangé brillant, le confort routier redéfinissent l'image du tracteur français. La presse spécialisée salue Renault comme un constructeur capable de tenir tête aux Allemands, aux Américains et aux Italiens. La firme s'est diversifiée. À partir de 1972, Renault s'allie avec l'italien Carraro pour vendre, sous badge Renault, certains modèles spécialisés, vignerons et fruitiers à voie étroite. Dans les années 70 et 80, Renault Agriculture distribue également des modèles Mitsubishi pour les segments compacts. La gamme couvre l'intégralité du marché, des petits tracteurs de polyculture élevage aux puissantes machines de plus de 100 chevaux. Les modèles 385, 421, 551, 651, 751, 851, 891, 1151, 1181 sont autant de jalons pour les agriculteurs. Au début des années 80, Renault Agriculture exporte dans une 50aine de pays. Le marché allemand, deuxième marché européen, est un succès particulier, prolongé par l'ancien réseau Porsche Diesel. La firme s'implante en Europe du Sud, au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves, dans les anciennes colonies françaises d'Afrique, Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, au Maghreb et au Moyen-Orient. Près de 2000 personnes travaillent directement pour la division agricole, auxquels s'ajoutent les milliers d'emplois indirects de la fonderie, de l'usinage et de la sous-traitance régionale. Le siège de Renault Tracteur, transféré en 1973 du pont de Sèvres à Vélizy, abrite le centre de recherche et développement où les ingénieurs conçoivent les gammes de demain. C'est la dernière période où l'on peut sincèrement parler d'un constructeur français de tracteurs digne de ce nom. Les autres marques, Tricolore, Société française, Vierzon, Le Percheron, Labourier, Bobard, Latil ont disparu ou se sont marginalisés. Renault est seul à porter le drapeau français dans les concours mondiaux du machinisme agricole. Les dirigeants successifs de la division conservent au sein du groupe une certaine autonomie de gestion. La fierté technicienne est intacte. Mais derrière ce sommet, le monde est déjà en train de changer. La maison mère est malade, le marché se contracte. Les premiers quotas laitiers de la PAC, instaurés en 1984, freinent la croissance des exploitations. Le nombre d'agriculteurs français, qui dépassait 2,5 millions dans les années 50, entame sa chute vers le million. Et dans les bureaux parisiens de la direction générale,
un mot commence à circuler, un mot qui, pour la division agricole, sonne comme un arrêt de mort prononcé dans la langue de la stratégie d'entreprise. Ce mot est recentrage. Chapitre 6. La maison mère en flammes. Dans la seconde moitié des années 80, l'attention de la direction du groupe Renault se déplace brutalement de l'agriculture vers la survie. La maison mère est au bord du gouffre. Entre 1984 et 1985, Renault accumule des pertes colossales, environ 12 milliards de francs sur 2 exercices. Le groupe qui avait construit la 4 chevaux, la Dauphine, la 4Roll, le tracteur D22, qui employait des dizaines de milliers de personnes sur une douzaine de sites français, risque purement et simplement la faillite. L'État, actionnaire à 100%, intervient en urgence. En janvier 1985, Georges Besse est installé à la présidence de la régie. Ancien dirigeant d'Eurodif, puis de Péchinet Hugin Kuhlmann, Besse n'est pas un homme de l'automobile. C'est un homme de la restructuration. Sa mission est claire, sauver Renault ou la laisser mourir. Il choisit de sauver, mais au prix d'une thérapie de choc. Besse taille dans les effectifs. Il vend les actifs qu'il juge non stratégiques. La participation dans Volvo, la marque de cycle Gitane, Eurocar, Renix. Il quitte presque entièrement la compétition automobile. Il licencie massivement. Le déficit est divisé par 2 dès 1986. Le 17 novembre 1986, Georges Besse est assassiné devant son domicile parisien par un commando du groupe terroriste Action Directe. 2 balles sur le trottoir, devant sa femme. Le PDG, qui avait commencé à sauver Renault, ne verra pas la fin de son plan. Mais son successeur, Raymond Lévy, prolonge la cure. Il vend American Motors Corporation à Chrysler, restructure encore, ramène le groupe à l'équilibre dès 1987. Cette période installe durablement dans la culture dirigeante de Renault une obsession qui ne quittera plus les bureaux du quai de Javel ni ceux de Boulogne-Billancourt, le recentrage sur le métier de base. Tout ce qui n'est pas l'automobile ou l'utilitaire léger devient suspect. Candidat à la cession, Renault Agriculture, qui n'a jamais représenté plus de quelques pourcents du chiffre d'affaires du groupe, n'est pas encore vendu. Mais sa survie au sein de la maison mère ne tient plus qu'à un fil que chaque nouveau PDG peut couper quand il le souhaite. Et le marché lui aussi se retourne. La politique agricole commune européenne, dont les premiers quotas laitiers sont instaurés en 1984, freine la croissance des exploitations. La crise de surproduction du milieu des années 80 provoque un effondrement des achats de matériel neuf. Le nombre d'agriculteurs français descend sous le million dans les années 90. Le marché européen se concentre à une vitesse que personne au Mans n'avait anticipée. Massey Ferguson est racheté par l'américain AGCO en 1994. Fiat fusionne avec New Holland pour donner naissance à CNH en 1999. Les volumes nécessaires pour amortir la recherche et développement ne sont plus à la portée d'un constructeur qui ne vend que des tracteurs et qui ne vend ses tracteurs que grâce au réseau d'un groupe automobile qui ne veut plus de lui. Renault Agriculture, pour survivre, multiplie les alliances. De fin 1993 à 1998, un partenariat avec John Deere. Renault reçoit des moteurs Deere fabriqués à l'usine de Saran, près d'Orléans, et fournit en échange des tracteurs commercialisés sous l'appellation Série 3000. En 1994, Renault Agriculture et Massey Ferguson créent GIMA, Groupement international de mécanique agricole, coentreprise à parts égales implantée à Beauvais pour fabriquer des transmissions et des essieux arrière. En 1995, un accord de distribution pour les machines du britannique JCB. En 1997, une prise de participation de 16,6% dans l'italien Agritalia, basé à Rovigo, qui produit les modèles spécialisés vignerons et fruitiers. En l'an 2000, une participation dans l'indien International Tractors Limited, marque Sonalika, pour produire des tracteurs à bas coût destinés aux marchés émergents. Chacune de ces opérations est intelligente. Chacune prolonge la vie de la division d'1 an, de 2 ans, de 5 ans.
Mais chacune dit aussi en creux la même vérité. Renault Agriculture ne pèse plus assez lourd pour tenir seule. Elle emprunte des moteurs, partage des transmissions, distribue des machines qu'elle n'a pas conçues. Elle survit par la coopération. Et la coopération est le dernier refuge avant la cession. Chapitre 7. L'énarque et la logique. Le 27 mai 1992, Louis Schweitzer succède à Raymond Lévy à la présidence de la Régie, né le 8 juillet 1942. Fils du directeur général du Fonds monétaire international Pierre-Paul Schweitzer. Petit-neveu d'Albert Schweitzer. Parent de Jean-Paul Sartre. Ancien élève de Sciences Po et de l'École nationale d'administration, promotion 1970. Inspecteur des finances. Ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius lorsque ce dernier était Premier ministre socialiste, entre 1984 et 1986. Schweitzer est entré chez Renault en 1986, peu avant l'assassinat de Besse, et a gravi les échelons. Directeur financier en 1988, vice-président exécutif en 1989, président et directeur des opérations en 1990. Un pur produit de la haute fonction publique française. Un homme formé pour comprendre les bilans, les ratios, les retours sur capitaux propres. Pas un homme formé pour sentir l'odeur de l'huile de moteur dans une halle d'assemblage, ou pour comprendre ce que signifie le mot « tracteur » dans la bouche d'un paysan de Mayenne. Sous sa présidence, Renault va connaître la transformation la plus profonde de son histoire. 3 axes structurent sa stratégie. Privatisation, internationalisation, recentrage. Ces 3 axes vont ensemble condamner Renault Agriculture, pas par hostilité, par indifférence méthodique. La privatisation d'abord. Schweitzer la juge indispensable pour mener une politique d'alliance dans un secteur mondialisé. Le mariage avorté avec Volvo en 1993 et 1994 lui sert de leçon. Il faut sortir Renault de l'orbite de l'État. Fin 1994, l'État cède 27% du capital. Volvo revend 12% de sa participation, la part publique descend à 53%. En juillet 1996, une nouvelle vente à des investisseurs institutionnels fait passer la part de l'État sous 50%. Renault est officiellement privatisé. La Régie nationale des usines Renault, créée en 1945 pour reconstruire la France, n'existe plus. Ce changement de statut change tout pour la division agricole. Dans la logique d'une entreprise publique, conserver un constructeur national de tracteurs, même peu rentable, avait du sens. Du sens politique, souveraineté agricole, aménagement du territoire, soutien à la paysannerie. Dans la logique d'une entreprise cotée en bourse, soumise aux exigences de retour sur capitaux propres et à l'arbitrage permanent des analystes financiers, un actif qui ne génère pas le rendement attendu doit être cédé. Le tracteur orange n'est plus un symbole. C'est une ligne comptable. L'internationalisation ensuite. Schweitzer cherche un partenaire pour Renault. Après des négociations avortées avec BMW, Mitsubishi, PSA, c'est avec Nissan que l'accord se concrétise le 27 mars 1999. Renault prend 36,8% du capital du japonais en échange de la reprise de 5,4 milliards de dollars de dette. Carlos Ghosn, directeur général adjoint de Renault depuis 1996, surnommé le coupeur de coûts, après son plan d'économie qui avait réduit les effectifs et standardisé les pièces, part à Tokyo pour redresser Nissan. Sous la direction conjointe de Schweitzer et Ghosn, Renault entre dans une logique de pure performance financière. La même année, 1999, le groupe crée Auto Châssis International, ACI, filiale qui regroupe les activités de fonderie et de pièces de châssis, y compris au Mans. La division agricole est déjà rattachée à Renault Agriculture SAS, entité juridique distincte dont le périmètre est clairement isolable. Cessible. Le mot que personne ne prononce encore, mais que tout le monde devine. Puis vient la litanie des cessions. Renault Automation cédé à Comau en 1999. Les 50% d'Irisbus cédés à Iveco en 2001.
et surtout Renault Véhicules Industriels. L'activité poids lourd tout entière cédée à Volvo en l'an 2000 pour devenir Renault Trucks en échange d'une participation de 20% dans le groupe suédois. Pièce après pièce, Schweitzer démonte l'empire industriel que la nationalisation de 1945 avait construit. Chaque cession a sa logique. Chaque cession est défendable devant un conseil d'administration. Chaque cession ampute un peu plus la France industrielle. Et l'ironie est que, dans cette même période, Renault Agriculture connaît un renouveau commercial. Toute la gamme porte désormais des noms de divinités antiques. Atlas, Thémis, Ergos, Palès, Cérès, Sergos, Arès, ce qui donne à la marque une cohérence stylistique nouvelle. En l'an 2000, la part de marché française remonte à 18,97%. Le Thémis, doté de la cabine hydrostable suspendue sur 4 points d'appui, exclusivité mondiale, est primé. L'Atlas attaque pour la première fois le segment des fortes puissances, jusqu'à 250 chevaux. La marque est vivante, la marque innove, la marque progresse. C'est précisément au moment où la division retrouve une dynamique commerciale qu'elle est mise en vente. Voilà tout le drame. Renault Agriculture n'a pas été cédée parce qu'elle échouait. Elle n'a pas été cédée parce que, même en réussissant, elle ne pesait pas assez lourd dans un bilan obsédé par l'alliance Renault-Nissan. Chapitre 8, la poignée de main de février, le 23 février 2003. Paris. La veille de l'ouverture du CIMA, le Salon international du machinisme agricole, le grand rendez-vous mondial où Renault Agriculture aurait dû, comme chaque année, exposer fièrement ses nouveautés. Deux hommes se serrent la main devant les photographes. À gauche, Patrick Faure, directeur général adjoint de Renault SA, membre du comité exécutif du groupe, président de Renault F1, 56 ans, l'un des plus anciens fidèles de la maison, entré chez Renault en 1978 comme directeur régional de Toulouse, passé par Renault 6, membre du comité exécutif depuis 1987, directeur général adjoint depuis 1991. Faure est l'exécutant. Il signe. Il ne décide pas. À droite, Helmut Klaas, président du conseil de surveillance du groupe Klaas, fils du fondateur Auguste Klaas, ingénieur passionné, né en 1926 à Arsewinkel, en Westphalie. 76 ans, l'homme qui a fait de Klaas le premier constructeur mondial de moissonneuses-batteuses, la Lexion, lancée en 1995, et d'ensileuse, la Jaguar. L'homme à qui il manquait une seule chose pour faire de sa firme familiale un constructeur généraliste. Une gamme complète de tracteurs standards. Et cette gamme, elle se trouvait au Mans, peinte en orange, sous un losange que personne à Arsewinkel n'avait les moyens de dessiner lui-même. Le contrat est signé. Klaas acquiert 51% du capital de Renault Agriculture SAS. Le communiqué de Renault, rédigé par Georges Douin, directeur général adjoint chargé des opérations internationales, formule la pensée du groupe avec une franchise que seul le jargon d'entreprise peut rendre supportable. La vente de la majorité de Renault Agriculture à l'allemand Klaas marque la fin du programme de cession des actifs non stratégiques de Pontiac de Renault. C'est la fin. Renault, qui produisait des tracteurs depuis le 11 novembre 1918, soit depuis 85 ans, venait d'abandonner cette activité. Qui a décidé ? Louis Schweitzer. Personne d'autre. C'est lui qui assume la cohérence stratégique du recentrage. Faure signe. Douin annonce. Mais la décision est celle de Schweitzer, et il ne s'en cache pas. Et le prix ? Ni Renault ni Klaas ne l'ont jamais publié. Aucune source française spécialisée, ni l'usine nouvelle, ni Plein-Champ, ni les communiqués officiels de Klaas ne donnent un chiffre. 20 ans plus tard, en 2023, Klaas se contentera de rappeler avoir investi plus de 80 millions d'euros dans l'usine du Mans entre 2003 et 2020, montant d'investissement, pas prix d'acquisition. La discrétion dit tout. Renault Agriculture, présente dans 52 pays, employant près de 2000 personnes, produisant environ 8000 tracteurs en 2002, dernière année complète sous bannière française,
n'a pas été cédé à un prix qui valait la peine d'être affiché. L'accord prévoit une montée progressive. Claas pourra porter sa participation à 80%. Renault s'engage à conserver 20% pendant 7 ans, au moins jusqu'en 2010. Aux salariés du Mans, environ 700 pour la partie tracteur, on promet le maintien de l'emploi. Aux concessionnaires, la pérennité du réseau. Aux paysans, la continuité de la marque. Le mot « transition » revient dans chaque phrase. Et personne ne fait de bruit. Aucun ministre ne s'oppose. Les autorités locales saluent le maintien de l'activité. La presse nationale, accaparée par les grands plans sociaux du moment, Moulinex venait de fermer en 2001, ne consacre que quelques articles à ce qui est pourtant la mort d'une marque industrielle française quasi centenaire. Les syndicats eux-mêmes sont pris dans une dialectique impossible. Faire grève contre une vente qui paraît, à court terme, créatrice d'emplois. La CFDT, par la voix de son délégué syndical central Jean-Louis Le Denmat, exprimera les inquiétudes avec la prudence de qui sait qu'il n'a pas de rapport de force. Nous souhaiterions à présent que Claas nous éclaire sur l'avenir. L'avenir ne tardera pas à répondre. Chapitre 9. 30 jours pour changer de couleur 1er octobre 2003. L'usine du Mans. La cabine de peinture. Pendant la nuit, les pulvérisateurs ont été nettoyés. L'orange signale le RAL 2010 qui avait habillé les tracteurs Renault depuis 1956 pendant 47 ans sur environ 700 000 machines a été vidé des cuves. Le Seed Green de Claas, le vert tendre des moissonneuses Lexion, a été mis en charge. Le premier tracteur vert sort de la chaîne. Les machines sont identiques à celles de la veille. Les ouvriers sont les mêmes. Les outils n'ont pas changé, les ingénieurs n'ont pas été remplacés, seule la peinture et le logo se sont métamorphosés. L'ancien Celtis, sorti en 2002, conçu sous Renault, pensé au Mans, essayé dans les champs français, est désormais un tracteur Claas. L'Ares est un tracteur Claas. L'Atlas est un tracteur Claas. Les noms restent. La couleur, non. 1er novembre 2003. 1 mois. 30 jours. Plus aucun tracteur orange ne sort de l'usine. Du 9 au 15 novembre, Claas se présente pour la première fois au salon Agritechnica de Hanovre comme constructeur généraliste, avec une gamme complète qui va du Celtis à l'Atlas, en passant par le Xerion. Le vert est partout. Le losange, nulle part. 2004, Claas crée Claas Réseau Agricole, CRASAS, filiale à 100% de Renault Agriculture, qui rachète l'intégralité des 22 centres Renault Agriculture, soit environ 900 salariés. Les initiales sont les mêmes, CRA, mais Centre Renault Agriculture est devenu Claas Réseau Agricole. Les enseignes orange disparaissent des façades. L'effacement est chirurgical. 2005, la marque Renault disparaît officiellement de tous les tracteurs produits au Mans. L'usine nouvelle écrit dès novembre 2004. Les véhicules sortant des chaînes sartoises ont pris la couleur vert pâle et portent à la marque allemande, ce qui entraîne l'extinction de la production des tracteurs Renault Orange. Janvier 2006, Claas porte sa participation à 80% comme prévu. 2008, Claas rachète les 20% restants. Renault devait les conserver jusqu'en 2010. Renault les a lâchés 2 ans plus tôt. Renault Agriculture SAS est rebaptisé Claas Tractor SAS. Le communiqué d'Arsewinkel proclame « Les tracteurs Claas 100% verts ». La division agricole de Renault, ouverte le 11 novembre 1918, ferme officiellement 90 ans plus tard. 2009. Un dernier tracteur Renault sort des chaînes, un modèle Ergos destiné à la direction départementale de l'équipement. C'est le dernier exemplaire produit sous le losange. Plus de 800 modèles différents ont été fabriqués à Billancourt puis au Mans entre 1918 et 2009. Près de 700 000 machines agricoles et industrielles. La ligne s'arrête sur ce tracteur administratif, sans cérémonie, sans photographe, sans communiqué. Les promesses ? Le maintien de l'emploi a été tenu. Dans un premier temps. Mieux, la CFDT
déclare en 2004 que les effectifs tracteurs sont passés de 670 à 720 salariés, et même 1000 avec les intérimaires grâce à l'élan commercial donné par Claas. La production, qui était d'environ 8000 tracteurs en 2002, monte à 2020 en 2005. Mais la CFDT avait posé la bonne question, celle que Jean-Louis Le Denmat avait formulée avec une prescience que la direction n'avait pas voulu entendre. L'usine du Mans conserverait-elle l'usinage, le montage des transmissions, le montage des cabines, le câblage? Ou ne serait-elle plus, à terme, qu'un hall d'assemblage final, le dernier maillon avant la peinture et l'expédition? L'histoire répondra par les chiffres. Le site entier, ACI pour les châssis automobiles, Claas Tractor pour les tracteurs, employait environ 8000 personnes en 2002, dernière année avant la cession. Aujourd'hui, en additionnant les deux entités, on atteint environ 3000. En un peu plus de 20 ans, le site a perdu plus de la moitié de ses emplois. Et si l'on compare au pic de 1970, 10 667 salariés, l'effectif a été divisé par presque 4. Pas par une catastrophe, par une érosion continue, filialisation, cession, automatisation et cette logique implacable du recentrage qui ne tue jamais d'un coup, mais qui ne laisse rien debout. Chapitre 10. L'orange qui ne meurt pas. L'usine vit toujours. Il faut le dire parce que c'est vrai et parce que la vérité ne sert à rien si elle est partielle. Claas a fait du Mans son site mondial de production de tracteurs standards. L'Action 800, premier vrai tracteur Claas conçu en commun avec les équipes du Mans, est sorti en 2006. Les séries Arion 500 et 600 ont suivi. En 2013, l'Action 950 a établi un record mondial de puissance de traction, 242 kW devant le véhicule de freinage, dans la catégorie des tracteurs standards. Au printemps 2019, le 150 millième tracteur Claas standard est sorti des chaînes du Mans. Claas a investi entre 80 et 100 millions d'euros sur 2 décennies, inauguré en 2021 une usine du futur modernisée. Les effectifs Claas Tractor se sont stabilisés autour de 1200 personnes. Industriellement, le mariage est une réussite. Mais la réussite industrielle n'efface pas la nature du sinistre symbolique. La France, qui était l'un des premiers producteurs mondiaux de tracteurs depuis les années 50, n'a plus aucun constructeur national. Quand vous voyez un tracteur dans un champ français aujourd'hui, sa marque appartient à un groupe étranger. John Deere, américain, Case et New Holland, italo-américain, Massey Ferguson, Fendt et Valtra, américain par AGCO, Claas, allemand, Kubota, japonais, Sam Deutz-Fahr, italo-allemand, Renault Agriculture aura été le dernier acteur français de plein exercice. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma. Renault a vendu Renault Trucks à Volvo, Irisbus à Iveco, Renault Agriculture à Claas, Alstom a cédé sa branche énergie à General Electric, Pechiney a été vendu à Alcan, Arcelor absorbé par Mittal, Lafarge fusionné avec Holcim sous direction suisse. Le mot « recentrage » importé de la finance anglo-saxonne aura été l'arme la plus efficace de la désindustrialisation française, plus efficace que n'importe quelle crise, que n'importe quel choc pétrolier, que n'importe quelle délocalisation. Parce que le recentrage ne ferme pas les usines, il les vend. Et quand on vend une usine à un groupe étranger qui la fait tourner, personne ne descend dans la rue. L'usine fonctionne. Les ouvriers y travaillent. Seule la souveraineté a changé de main. Mais la souveraineté, dans un bilan financier, ne figure sur aucune ligne. Le réseau de concessions hérité de Renault Agriculture a lui aussi été progressivement absorbé. Claas Réseau Agricole, créé en 2004, a été restructuré au fil des années. À partir de 2025, Claas a commencé à se séparer de plusieurs concessions historiques. Claas Est cédé à la société Collet, Claas Aquitaine au groupe Savas, Claas Saint-Omer au groupe Gueudet. Ces établissements faisaient directement partie du réseau hérité de Renault Agriculture. Les derniers fils sont coupés un par un. Pour les paysans français, la transition a été vécue dans un mélange d'incompréhension et de fatalisme. Beaucoup ont continué d'acheter des Claas par fidélité au Mans et à leurs concessionnaires.
D'autres se sont tournés vers John Deere, qui a profité du flottement. Sur les forums agricoles, notamment celui de l'amicale du tracteur Renault à tr-agri.com, les agriculteurs parlent encore de leur Renault. Jamais. De leur classe. Même quand la machine date du début des années 2000. La marque a disparu. L'attachement, non. Le marché de l'occasion en témoigne. Sur les plateformes spécialisées, Agri-Affaires, Ternet Occasion, il existe encore aujourd'hui plus de 400 annonces de tracteurs Renault d'occasion. Les Ares représentent près d'un quart de ces annonces, suivis par les Celtis et les Themis. Un Ares 620R Z de l'an 2000 se négocie autour de 20 000 €. Un D22 de 1960 restauré peut atteindre 10 kg, 101 000 €. Zeduro. Le tracteur Renault de collection est devenu un sous-segment à part entière du machinisme rétro. Un marché de la nostalgie pour un objet dont la disparition n'a fait pleurer personne au moment où elle s'est produite. En février 1997, avant même la cession à classe, Jacques Gouet, ingénieur de la maison, avait fondé l'amicale du tracteur Renault. À ses côtés, Bernard Jaunet, Marcel Renault, Jean-Marie Bonvoisin, Henri Boudard, Charles-Louis Hamel, Bernard Lical, tous anciens cadres ou techniciens de la division agricole, surnommés les Trois Mousquetaires du tracteur Renault. L'association, basée 31 avenue Pierre Piffaut au Mans, à quelques mètres de l'ancienne usine, compte plus de 200 membres, gère une collection de tracteurs, anime le forum qui rassemble des milliers de passionnés. Depuis 2021, sous l'impulsion de Bernard Jaunet, élu président en septembre 2022, elle porte un projet ambitieux, la création d'un musée du tracteur Renault au Mans sur le site historique. En août 2018, pour le centenaire, environ 380 tracteurs Renault ont défilé à Saint-Gervais-en-Belin, à quelques kilomètres du Mans, devant près de 10 000 personnes. 10 000 personnes venues de regarder passer des machines oranges que plus personne ne fabrique. 10 000 personnes pour qui cette couleur veut encore dire quelque chose. Un grand-père, une ferme, un bruit de diesel au petit matin, une France qui faisait ses propres outils et qui ne le fait plus. Chapitre 11. Pour qui sonne le losange? L'orange n'a pas disparu de tous les paysages. Il survit, fané et patiné, sur les vieux Super 7 abandonnés au fond des hangars normands, sur les D22 retapés des collectionneurs bretons, sur les CRS 95Dix exposés aux fêtes de Gampo-Touach de campagne, sur les plaques émaillées Conchine dans les brocantes de Sarthe et d'Aveyron, sur les jouets miniatures vendus, Paradoxe ultime, dans les concessions classes, sur les pages des magazines Tracteur Rétro et le blog du tracteur. Il survit dans la mémoire des petits-fils de fermiers qui ont récupéré le Super 3D du grand-père et qui restaurent, pièce par pièce, religieusement leurs souvenirs d'enfance. Mais l'orange a disparu des champs vivants, des halls neufs, des concessions actives, des projections d'avenir. Le tracteur que conduit aujourd'hui un jeune agriculteur français de 30 ans, quand il y en a encore, est vert, ou jaune, ou rouge. Jamais orange. Renault, pour cette génération, est une voiture. Ce n'est plus un tracteur. Le 29 avril 2005, Carlos Ghosn a succédé à Louis Schweitzer à la présidence de Renault, parachevant la mutation. Le 6 novembre 2025, Louis Schweitzer est mort à 83 ans. Helmut Klaas, lui, était décédé le 4 janvier 2021, à 94 ans après avoir fait de Klaas, grâce à la signature de février 2003, l'un des 5 plus grands constructeurs mondiaux de machines agricoles. Patrick Faure, retiré, suit l'America's Cup. Georges Douin, en retraite depuis juillet 2005, ne s'exprime plus. Les hommes qui ont signé la fin sont partis. Les conséquences, elles, sont restées. Au Mans, sur l'avenue Pierre Piffaut, l'usine vit toujours. Elle produit toujours des tracteurs. Mais l'orange a quitté les chaînes, les paysans, les souvenirs en cours de fabrication. C'était la couleur d'un pacte entre l'ouvrier du Mans et le paysan de Beauce, entre la chaîne d'assemblage et le champ de blé, entre une France qui fabriquait et une France qui labourait. Ce pacte a été rompu un jeudi de février 2003 par un communiqué de presse signé dans un bureau parisien
par des hommes qui n'avaient jamais senti l'huile de moteur sur leurs mains et qui n'ont jamais eu à expliquer à un enfant pourquoi le tracteur du grand-père avait changé de couleur.